Bonjour, je suis Qaboub Ismail, élève ingénieur en réseau informatique et télécommunications à NISAT, président du club Securinet, le premier club de la sécurité informatique en Tunisie. Je vais vous présenter aujourd'hui un sujet qui s'intitule Exploit Research. Voici les 5 étapes pour réussir un exploit. Pour réussir à exploiter une vulnérabilité, que ce soit dans une application ou dans un système d'exploitation, il faut suivre une démarche spécifique. On doit tout d'abord contrôler le registre EIP. C'est l'abréviation de Extended Instruction Pointer, qui pointe toujours vers l'instruction suivante. Une fois contrôlé, on détermine alors l'offset, qui est le décalage par rapport à une adresse de référence, c'est-à-dire la distance séparant le début du segment et l'emplacement de l'EIP. Troisièmement, on détermine le vecteur d'attaque. C'est la manière avec laquelle on va exploiter la faille dans une application. Concernant cette présentation, la partie pratique sera dédiée à exploiter une vulnérabilité qui s'appelle Buffer Overflow. Quatrièmement, construire le programme qui exploite proprement la vulnérabilité à l'aide d'un langage de programmation. On va choisir pour cette présentation Python. Cinquièmement, tester l'exploit dans un lab dédié. On va commencer alors par un petit rappel sur l'architecture des ordinateurs. Un ordinateur est composé d'un CPU ou processeur, d'une mémoire et des périphériques d'entrée-sortie communiquant via des bus système. On fait un petit zoom sur l'architecture du CPU. On distingue alors l'unité de contrôle qui permet de contrôler le fonctionnement du processeur, l'unité arithmétique et logique, UAL, c'est un composant du processeur chargé d'effectuer des calculs. Les flags, ce sont des registres d'état du processeur. Ils permettent de fixer et de contrôler l'état du processeur à tout moment grâce à différents bits qui le composent. Ces états permettent au processeur de prendre les décisions. Et finalement, les registres, qui sont des emplacements de mémoire interne du processeur. Il existe 4 types de registres dans un processeur d'une architecture x86. General Purpose Register, Segment Register, Instruction Pointer Register et Control Register. Les plus importants sont le General Purpose Register et l'EIP qui est l'Instruction Pointer Register. On va aborder ces registres avec plus de détails par la suite. On a terminé de parler du processeur. On va passer maintenant à parler un peu de la mémoire. Chaque process est aménagé dans le même espace mémoire virtuel. Chaque process croit qu'il agit seul dans le système. Le système d'exploitation et le CPU ensemble maintiennent cette abstraction. Alors la question qui se pose, comment un process est aménagé dans la mémoire? Le Virtual Memory Space ou bien l'espace mémoire virtuel commence par l'adresse 80 84 30 et se termine par l'adresse B7F. Il est composé de 6 zones comme l'indique cette figure. La première zone s'intitule .text. C'est le code du programme généralement en langage assembleur. .data sont les données initialisées. .bss sont les données non initialisées. Heap, c'est la mémoire dynamique. On interroge cette mémoire généralement en invoquant la fonction malloc. Après, on trouve unused data, sont des données non utilisées. Et finalement, c'est la partie la plus importante de stack ou bien la pile d'exécution utilisée pour enregistrer les arguments des fonctions et les variables locaux. On va aborder avec plus de détails la pile d'exécution dans le diapo suivant. Stack ou bien la pile d'exécution, c'est la partie la plus importante dans notre présentation. La pile utilise le mécanisme LIFO, Last In First Out.
on peut utiliser deux opérations pour agir sur la pile. Push pour emmagasiner une valeur, pop pour extraire une valeur. Une fois qu'une de ces deux opérations ont été effectuées, le registre ESP sera mis à jour et la pile d'exécution augmente d'une adresse supérieure vers une adresse inférieure. On passe maintenant aux connaissances requises pour programmer un buffer overflow exploit. Tout d'abord, on doit comprendre la pile d'exécution. Connaître le langage assembleur et le langage machine. Comprendre les system calls ou bien les appels système. Comprendre un langage de programmation comme Perl ou Python. Et enfin, être familiarisé avec les outils de compilation et le debugging comme GDB. Buffer Overflow Steps. On passe maintenant aux étapes du Buffer Overflow. La première étape consiste à trouver la présence et la localisation de la vulnérabilité. La deuxième étape consiste à essayer d'écrire des données dans les variables locaux d'une manière de dépasser les limites. Dans une troisième étape, on essaie d'écraser l'adresse de retour. Dans la quatrième étape, on va essayer de changer le flux d'exécution vers le code de pirate. Smashing the stack. Le principe est presque le même. Dépasser la limite de la variable locale pour écrire dans l'adresse de retour qui va, une fois écrasée et changée par une adresse spécifique, va pointer vers un bout de code malicieux qui va permettre aux pirates d'accéder à un système distant. Once the stack is smashed, le système sera vulnérable et le pirate aura les mêmes privilèges qui sont attribués au process. Donc il peut créer son propre backdoor et l'envoyer à la machine victime qui pourra par la suite la joindre en utilisant par exemple le client ou bien un client de connexion comme par exemple ici Netcat. On a terminé la partie théorique, on va passer maintenant à notre lab. Concernant ce lab, on va utiliser VMware comme une solution de virtualisation pour créer deux machines virtuelles. La première machine virtuelle sera dédiée pour une machine du pirate. La deuxième machine virtuelle, c'est la machine victime. Dans la première machine, on va installer Backtrack 5 R3. Dans la deuxième machine, on va installer Windows XP SP3. Avant de finir la présentation et passer au lab, on va essayer d'exploiter une faille de type Buffer Overflow dans une application c'est FreeSSHD qui date du 22/03/2010. Vous pouvez trouver le code de l'exploit sur Exploit TV en suivant ce lien. Voilà. Enfin, on va passer maintenant à la partie pratique. Alors, on commence notre partie pratique. Pour cela, j'ai démarré deux machines virtuelles comme on a indiqué dans les diapos. Une machine virtuelle XP avec une adresse IP 192.168.1.115 et une machine Backtrack qui possède une adresse IP, on va la voir tout de suite, 192.168.1.16. On va commencer à écrire notre exploit. Pour cela, je vais expliquer chaque ligne de l'exploit déjà écrit. On va tout d'abord indiquer qu'on va utiliser Python comme interpréteur de notre exploit.
importer le module socket 6 et enfin time. On va créer notre socket qu'elle va communiquer avec le serveur SSH. Psst. On va la connecter au port 22 du serveur, qu'on va indiquer son adresse IP comme argument du programme. Après, on va créer notre variable locale buffer qui va tout d'abord avoir l'entête de la clé publique qu'on va envoyer au serveur. Après, on va concaténer 25000 A et fermer notre requête recevoir des informations du serveur comme son nom par exemple et envoyer la chaîne de caractères qu'on a générée ici. Attendre 3 secondes et enfin fermer la socket. Voilà la squelette de notre exploit. Avant de l'exécuter, on doit voir s'il est exécutable. Bien évidemment, il est déjà exécutable. Si on remarque que X n'est pas présent, on doit affecter X à notre exploit pour qu'il soit exécutable. Donc, on va démarrer notre serveur à l'aide du Unity Debugger. Attendre qu'il se charge. On remarque ici que Unity Debugger est décomposé en 4 parties. La première partie, c'est le code assembleur du programme. La deuxième partie, ce sont les registres AX, PCX, DX. La troisième partie, c'est le dump. Et la quatrième partie, c'est la stack. Ou bien la pile d'exécution. C'est bon, notre programme fonctionne normalement. Voilà. On va alors exécuter notre exploit en mentionnant comme adresse IP l'adresse IP de la machine Windows XP. Voilà. On remarque ici que des informations sur le serveur. On va voir qu'est-ce que c'est passé. Voilà. Access violation when executing 41, 41, 41, 41. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'extended instruction pointer ou bien l'EIP pointe vers AAAA, ce qui indique qu'on a écrasé l'EIP. Donc on remarque qu'il est hors fonction. Voilà.
je vais ouvrir la présentation. On va voir ici. Donc, on a notre buffer qui est rempli de 41, 41 ou bien d'ISA. Après, on ne sait pas combien d'octets pour trouver le IP ou bien l'arrête. Après, on va trouver le SP. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, on revient à notre machine. On va utiliser alors un outil de Metasploit qui est pattern create et pattern offset pour créer une chaîne de caractères, l'envoyer au programme et voir combien ou bien déterminer l'offset de l'EIP. Voilà. Test exploit framework tools. Voilà. On va alors créer une chaîne de caractères à l'aide du pattern create. De taille 25 000. Voilà. On attend un peu. On copie notre chaîne de caractères. On la copie. On va la coller à la place du 25 000A. On enregistre. On doit arrêter le process, le réouvrir à l'aide d'Immunity Debugger, le démarrer. On attend un peu pour qu'il démarre. Et on lance notre... Il est démarré. On va lancer notre exploit. Alors, on remarque ici le même message d'erreur, access duration when executing, mais ici c'est pas 41-41, c'est 32-6A 42-31. Donc on va prendre cette adresse et la chercher dans la chaîne qu'on a déjà créée à l'aide du pattern offset. Trente-deux 6A 42 31. 32 6A 6A 42 31. Voilà. Donc l'offset c'est 1055. Donc on doit
écrire 1055A pour arriver à l'EIP. On prend aussi l'ESP J4B, J5B. On va la chercher aussi J4B, J5B. On voit ici que la différence entre 1055 et 63, c'est 8 octets. Cela veut dire que l'ESP, voilà l'adresse de l'EIP. On trouve après 8 octets l'ESP qui pointe vers J4BJ. Donc, on revient à notre présentation pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, on a notre buffer, il arrête, et après l'ESP, field direction, start growth direction. Donc, on a rempli, on doit tout d'abord remplir 1055A pour arriver à l'EIP. Donc, la technique qu'on va utiliser, c'est jump ESP, puisqu'on remarque ici que l'adresse contient un bad character, ou bien un null pointer, un null character, anti/x00, qui indique la fin de la chaîne de caractères. Ici, l'ESP contient 2 zéros, ce qui indique la fin de la chaîne de caractères. Si on met ces deux 0 à notre exploit, on va pas, notre exploit va pas, ne va pas fonctionner. Donc, on va écrire 1055 A pour trouver l'EIP, qui est l'EIP. Après, Après, on va trouver l'ESP. Donc, qui va contenir notre payload généré à l'aide de LSF payload. Après, on doit ajouter 23 000 A pour arriver à écrire dans l'EIP. Voilà, je crois que cet exploit va fonctionner et on va l'exécuter immédiatement. Donc, le programme ne fonctionne pas. On doit attendre un peu le temps qui va démarrer. Voilà, on exécute notre exploit. Le problème c'est ici. On ne doit pas écrire des accents. Sinon il ne sera pas interprété. Voilà, l'exploit fonctionne. On va
voir si on a bien compté. Ici, on remarque que le IP l'adresse de l'IP c'est 42.42.42.42. C'est la représentation en hex de BBBB et l'ESP en divers CCCC comme on a fait dans Monde Export. Donc, tout d'abord, on revient à notre présentation pour expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc, tout d'abord, l'EIP, puisque l'adresse de l'ESP contient un bad character qui est anti/x00, on doit trouver une autre méthode pour arriver à l'ESP qui contient le payload qui sera exécuté une fois on a exploité la machine victime. Donc, on va chercher dans les DLL du programme qui tourne déjà avec le programme une instruction qui s'appelle jump ESP. On prend son adresse, on l'affecte à EIP pour sauter à ESP qui contient désolé le payload. Voilà. Donc, on arrête le programme, on le réexécute. Ça va prendre, comme d'habitude, un peu de temps. Voilà. Donc, on va utiliser un module exécutable comme par exemple win32 ou bien user32. On cherche search for command. Ici j'ai mentionné jump ESP. On prend la valeur son adresse plutôt 77D5 AF0A, puisque l'architecture Intel x86 c'est une architecture Little Endian, ce qui indique ce qui fait qu'on va écrire d'une manière inversée cette adresse. Donc l'IP doit pointer vers une instruction dans un module quelconque jump ESP. On va mentionner son adresse 0A /x AF /x D5 /x 77. Après, on doit écrire dans l'ESP quelques chaînes de NOP/SLED ou bien anti/x 80.25. Après, on va générer notre exploit, notre payload à l'aide de MSF payload. Donc, ici, on sait que le bas de caractère c'est anti/x00. Sinon, on doit déterminer les bas de caractère. On va l'avoir dans une autre présentation. Donc, on va générer notre payload à l'aide de MSF payload Windows. Shell. On va prendre un payload qui nous permet d'ouvrir
un shell dans une machine distante. Bind TCP. R pour dire row, qui va être la sortie de cette commande va être redirigée vers MSF encode pour encoder notre payload de notre façon. Moi A c'est l'architecture x86, moins B c'est les bad characters. Comme j'ai déjà mentionné, les bad characters ici sont des null characters. Et enfin, monter, on va avoir la représentation en hex du payload. Voilà, on exécute, on attend un peu le temps que notre payload va être généré. Entre temps, le programme ici est en train d'être exécuté. Donc ce payload va nous permettre de mettre en place un serveur dans la machine victime qui écoute sur le port 4444. Voilà. On va copier ce payload et le coller ici. Donc, je suppose ici que notre exploit est terminé. On va alors le tester. On remarque ici que le programme n'est pas craché comme tout à l'heure, ce qui indique que l'exploit fonctionne très bien et le payload aussi fonctionne très bien. On revient, on utilise Netcat pour connecter au port 444 qui est notre payload. 1.115 au port 4444. Voilà, ici on a pris le contrôle de la machine. Voilà. Notre exploit fonctionne très bien. Donc on revient à la présentation. Donc merci pour votre attention. C'est ma première présentation sur la chaîne de SecuriNet sur YouTube. Merci, j'attends vos commentaires et à la prochaine.